Donc bonjour Laurent, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation là un peu au débeauté pour commenter l'actualité des cours des métaux précieux et aussi des minières. Alors pour commencer, sans plus attendre, comment est-ce que tu parlerais de la situation actuelle autour de l'or? Alors, la situation sur l'or, le sentiment est devenu un peu plus mitigé, voire négatif, après la très forte hausse qu'on a connue sur les cours de l'or ces dernières semaines. Donc, il y a eu des dégagements. Moi, j'ai dans mon entourage, parmi les lecteurs, beaucoup de gens qui sont sortis, hein. Il y a même eu de nouvelles entrées de spéculation à la baisse Ah oui. sur le cours de l'or. Graphiquement, on a eu une phase de survente. Et donc, il y a beaucoup de gens qui en ont profité pour liquider leurs positions. Alors, c'est des positions papier, hein, c'est des contrats futurs, c'est voilà, des produits comme GLD, des gens qui sont investis sur des ETF ou sur des produits de participation comme ça. Euh, il y a beaucoup d'analystes qui s'attendent maintenant à ce que l'or corrige vers les 3000, voire vers les 2800. Donc, un sentiment assez négatif. Et moi, je suis assez contrariant par rapport à ça. Je pense que la hausse, même à court terme, n'est pas terminée. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Mhm. Premièrement, en fait, le sentiment et les spéculations des intervenants et des institutions en Occident sont de moins en moins importantes sur la détermination du prix de l'or. C'est-à-dire que l'or est de plus en plus déterminé par ce qui se passe en Asie et surtout en Chine et maintenant en Corée du Sud aussi. On a une ruée sur l'or actuellement en Chine qui échappe complètement aux observateurs occidentaux, que ce soit américains ou européens, qui ont déjà pas compris ce qui s'était passé sur l'or jusqu'à maintenant et qui ne comprennent toujours pas donc cet engouement sur les métaux précieux, sur l'or en Chine. Les banques centrales continuent à acheter de l'or. Donc, on a vu, par exemple, la Banque centrale chinoise qui a repris ses achats d'or, même avec ces niveaux. Les primes chinoises à Shanghai sont reparties à la hausse sur la correction. Donc, ça, c'est le signal que la hausse n'est pas terminée. Donc, on a ces achats physiques. Et on observe que les marchés futurs perdent en fait leur capacité à déterminer le prix. Et il y a surtout une perte de l'open interest, c'est-à-dire l'intérêt des investisseurs sur ce marché des futurs. Alors ça, c'est très significatif. Ça veut dire que petit à petit, ce qui déterminait les prix de l'or jusqu'à il n'y a pas si longtemps, eh ben c'est en train de basculer. C'est-à-dire qu'on a un marché de l'or qui est de plus en plus dirigé donc par ce qui se passe en Chine. Et la place de marché des métaux précieux est en train de basculer vers les pays asiatiques. C'est un Euh, processus qui prend Ouais, du c'est un temps. processus. Voilà, c'est un processus. Et ça, c'est très important à intégrer pour les investisseurs sur les métaux précieux. Et je pense qu'il n'y a pas assez, il y a pas assez de prise de conscience par rapport à ça. Et on le voit bien, hein, donc l'open interest baisse, les volumes d'échange baissent. Et on assiste aussi à un deleveraging, c'est-à-dire que de plus en plus de contrats papier sont remplacés par des prises de livraison physique sur le COMEX. C'est-à-dire que l'or papier est en train de doucement, très doucement, mourir de sa belle mort et plus en fait C'est pas trop tôt. voilà, ce niveau de leverage entre le papier et l'or diminue, au plus
le marché physique fait valoir. C'est ce qui explique en fait la hausse du prix de l'or. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui continue à se passer en fait. Malgré tout, pardon, les prix de l'or continuent d'être majoritairement fixés par le monde occidental. Donc le LBMA, alors, c'est de moins en moins vrai, c'est ce que je disais. En fait, on est en pleine transition en fait là-dessus, c'est-à-dire que le métal physique devient vraiment la clé en fait de la détermination du prix de l'or. Et on a donc un deuxième phénomène qui se passe, c'est que on a une demande physique qui est en train d'émerger parmi certaines family office, mais une demande d'or physique, pas du tout d'or papier. Voilà. Alors, ça participe au deleveraging, mais on le voit très bien. Il y a des clients des bullion banks qui prennent possession sur le COMEX là de plus en plus. Il y a des nouveaux contrats qui sont ouverts. Tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas. On a des volumes records de nouveaux contrats ouverts sur le COMEX. On a des volumes records de stockage du COMEX qui précèdent des volumes records de livraison sur le COMEX. Donc tout ça, c'est vraiment c'est le physique, c'est le métal physique qui devient la clé et c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc les marchés des futurs n'étaient pas destinés à être des marchés pour des marchés de livraison de physique. C'était des marchés de couverture à l'origine. Et là, ils sont en train d'être en fait le moyen pour certains prendre possession du métal. Voilà, exactement. Certaines institutions pour prendre possession du physique, tout à fait. Tu as parlé des achats des banques centrales qui soutenaient les cours et tu as mentionné la banque centrale de Chine. Est-ce que tu sais s'il y a d'autres banques centrales hors BRICS qui achètent également de l'or? Oui, en Europe, on a la Banque centrale de Pologne qui est très active ces derniers mois, alors, pour des raisons évidemment géopolitiques, et puis pour aussi, enfin, ils partent de très bas dans leurs réserves. On a aussi des pays comme l'Inde qui reviennent sur le marché des métaux précieux. Les BRICS continuent à acheter de l'or. C'est un phénomène qu'on voit depuis 2 ans dans une stratégie de dédollarisation de leurs réserves, c'est-à-dire qu'elles remplacent leurs réserves en dollars en or. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que depuis quelques semaines, l'or, qui est de plus en plus considéré donc comme une monnaie de réserve, est en train de devenir aussi une monnaie d'échange. C'est-à-dire que la Chine est en train de changer les règles du jeu. Actuellement, l'or en Chine ne pouvait pas sortir de Chine. On ne pouvait pas acheter de l'or avec des monnaies étrangères en Chine. Et tout ça est en train de changer. C'est-à-dire que la Chine est en train d'ouvrir des vaults, des coffres de réserve pour ses partenaires commerciaux à l'étranger. Donc, il y a des vols qui s'ouvrent à Hong Kong, il y a un vol qui s'ouvre en Arabie Saoudite. Et là, depuis quelques jours, la possibilité donc de ces partenaires commerciaux d'acheter de l'or en monnaie, pas en monnaie chinoise, mais en d'autres types de monnaies. Donc, c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, l'or, en fait, est en train de devenir aussi une monnaie d'échange. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut évidemment surveiller. Mais en fait, derrière tout ça, moi, je pense que le vrai moteur de la hausse de l'or, c'est les interrogations par rapport au rôle des bons du Trésor dans l'architecture financière internationale. C'est-à-dire que il y a actuellement une crainte qui est partagée par de nombreux pays sur, en fait, la confiance accordée. C'est le sujet de la confiance. J'allais aborder ce mot-clé. C'est vraiment une question de confiance dans les bons du Trésor américain, en fait. C'est ça. Et bon, actuellement, on a une crise obligataire qui est larvée, c'est-à-dire qu'on a des bons, des rendements sur tous les échéances longues là, qui continuent à augmenter. On est quasiment à 5% sur le 30 ans américain.
Il y a aussi les autres, les autos, les obligations souveraines qui sont en train d'exploser à la hausse. Et en fait, je vais pas, on va pas parler de ça parce que ça pourra occuper au moins une demi-heure là-dessus. Et je suis en train de, c'est mon prochain bulletin macro. En fait, derrière cette crainte obligataire, il y a quatre piliers. En fait, il y a quatre piliers qui sont en train de se fissurer. Alors, je les cite vraiment très, très, très rapidement. En fait, les piliers qui se fissurent, qui sont à la base donc de ce système, c'est la chaîne des produits collatéraux, c'est-à-dire que les bons du Trésor sont utilisés dans beaucoup de collatéraux sur les instruments financiers. Le deuxième pilier, c'est la parité du risque, c'est-à-dire que en fait, les bons du Trésor sont le socle de la stratégie des portefeuilles 60-40, 60% actions, 40% obligations. Donc la baisse de ces produits obligataires est en train de faire beaucoup de dégâts sur cette stratégie et d'augmenter de plus en plus les risques dans ces compartiments de produits. Il y a tous les modèles de fonds de pension qui sont bâtis sur ces produits également qui sont à risque. On a vu ce qui s'est passé avec la crise obligataire donc, au Royaume-Uni avec la crise du Gilts. On est sur le même niveau de stress actuellement sur beaucoup de fonds de pension par rapport à ces produits. Et puis le quatrième pilier qui est en train de se fissurer, et on l'a vu la semaine dernière avec ce qui s'est passé au Orient, c'est ce qui se passe dans le régime d'échange, donc les fameux FX PEGs. Donc on voit bien que ces bons du Trésor, en fait, ils sont c'est le ciment en fait de notre système financier, donc sur ces quatre piliers. Et cette crise de confiance qu'il y a au niveau de ces bons du Trésor est en train de faire effriter ces quatre piliers. Et c'est logique finalement, en fait, que plus on observe des fissures sur ces piliers, pardon, au plus il y a en fait une demande de dédollarisation et une demande sur l'or qui est refuge par rapport à ce risque sur la structure financière vraiment de notre système financier. Ok, bah on attend ta lettre d'information pour en savoir un peu plus. Si on parle par contre du métal argent, la montée des cours continue de se faire attendre. En fait, on est sur un GSR qui est de plus de 100. Donc je rappelle, le GSR, c'est le Gold Silver Ratio. Quelle est ton analyse de la situation et pourquoi est-ce qu'on arrive à des niveaux de différentiel aussi importants entre les deux métaux? Alors déjà, il faut rappeler que historiquement, à chaque fois qu'on était sur un GSR à plus de 100, c'est qu'on était dans des crises systémiques. C'est-à-dire la dernière fois qu'on était à plus de GR100, c'était pendant la crise financière juste avant la crise financière de 2008. C'était juste. Ça s'est produit pendant le Covid également. Et ça s'est produit pendant le Covid, là, quand tout le monde a paniqué. Donc, ce ratio, et là, on est à ces niveaux de stress, quoi. Voilà, première chose. Alors, l'argent, en fait, ne suit pas l'or actuellement pour plusieurs raisons. Déjà, l'argent est plutôt vu comme plus un métal industriel qu'un rôle monétaire comme l'or. Pour le moment, même si je pense qu'il y a une composante monétaire dans l'argent qui fait que les choses pourraient bientôt changer. L'argent n'est pas assez cher, paradoxalement, pour entraîner la même phase de mania qu'il y a sur l'or, surtout en Chine. Il n'y a pas la même demande. Au niveau des coûts d'importation, on n'est pas à des niveaux qui justifient en fait cette ruée sur l'argent. Comme il y a la ruée sur l'or actuellement en Chine, les banques centrales n'en achètent pas, donc la demande physique n'est pas là. Par contre, c'est un métal qui est toujours dans un risque de short squeeze, puisque ce qui détermine les cours de l'argent, c'est le marché des futurs. Et comme on en a déjà parlé à très nombreuses reprises, ce marché des futurs, il est très, très fragile, même s'il y a un deleveraging ces dernières semaines. On a, alors, pour
on va parler chiffres. Hein. Il y a actuellement en stock sur le COMEX, sur le marché des futurs, 2000 tonnes environ d'argent physique à livrer. Et on a quasiment 20 000 tonnes de position short, un peu moins, je crois 18 000 tonnes d'équivalent argent physique détenus par des shorts, c'est les bullion banks en fait, qui sont assis depuis des années sur ces positions short. Donc il n'y a que 15% de l'argent qui est disponible pour être livré tout de suite. Donc il y a un risque évidemment de short squeeze si jamais il y a tous ceux qui ont des positions ouvertes demandent la livraison de leur argent. Ce qui n'est pas arrivé parce qu'il y a plusieurs phénomènes qui expliquent qu'ils ont la possibilité en fait par certaines interventions de réduire en fait ces demandes de livraison, mais il n'empêche que la situation reste fragile. Ce qu'on observe depuis quelques semaines, c'est qu'il y a une hausse du stockage du COMEX, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'argent qui est rapatrié pour servir les demandes de livraison. Comme sur l'or, on voit des nouveaux contrats sur le mois en cours là, qui sont à des niveaux records, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui ouvrent des contrats pour une livraison immédiate de physique. Donc, Et là Family aussi, Office notamment, dont tu parlais pour l'or peut-être? alors ça, c'est des clients de ces bullion banks, et puis c'est des banques aussi qui augmentent leur position physique sur l'argent. Faut savoir donc qu'il y a 2000 tonnes en stock à New York, il y a 930 tonnes, je crois, sur Shanghai. Donc c'est un petit marché, Shanghai, par rapport et on a une demande physique qui est pas assez importante pour vraiment bousculer les choses. Alors il faut savoir que ces chiffres-là donc sont considérables par rapport à la production annuelle. Hein. Il n'y a que 20 000 tonnes d'argent qui est produit chaque année et qu'on est déjà en déficit par rapport aux besoins de l'industrie et que ça va encore... Pour la 5e année consécutive, je crois. Voilà, c'est ça, ouais, 5e année. Et puis là, ça va se tendre de plus en plus parce qu'avec les batteries de nouvelle génération, les batteries solides là, qui arrivent, elles vont demander encore plus d'argent. Donc, on va être voilà, dans une situation de stock de plus en plus délicate. Mais comme l'argent n'est pas cher, la constitution d'un stock coûte cher. Oui, et l'entretien du stock. Voilà, la conservation du stock. Voilà, et donc en fait, tant qu'on n'aura pas passé cette limite de 35, voilà, dès qu'on va passer 35, là, il est possible qu'il y ait un début de short squeeze, qu'on aille direct à 50, et là, les choses vont changer pour l'argent. Mais pour le moment, tant qu'on n'est pas là, et c'est pour ça que les minières d'argent... on va en parler des minières, mais ce que tu es en train de dire, pour conclure sur ce sujet de l'argent, c'est que pour que l'argent progresse fortement, il faudrait qu'il soit plus cher. Et oui, paradoxalement, ouais, c'est ça. D'accord. Très bien. Alors sur le sujet des minières, on n'est pas les seuls à avoir remarqué l'anomalie hein, des minières, notamment par rapport au cours de l'or, puisqu'il y a d'autres chaînes YouTube qui en parlent. Quelle est ton analyse sur le sujet aujourd'hui? Alors déjà, on souffre toujours d'une désaffectation du secteur, un secteur qui est complètement invisible. Les encours sur GDX, par exemple, qui est le TF star des minières, c'est encore baissé. Et là, il faut revenir quasiment, je crois, jusqu'à 2016 pour voir des encours aussi bas sur GDX. Donc, marché invisible. Pourquoi le marché est invisible? Parce que en fait, le reste du marché explose en ce moment. Hein. Je veux dire, les technos sont repartis à la hausse, les cryptos aussi. On a un volume record d'encours, surtout du retail qui est sur le marché actuellement. Pour moi, c'est un signe. Oui, c'est un signe qui, au contraire, il faudrait plutôt prendre la porte de sortie. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc le marché des minières est complètement invisible. Et donc, il reste évidemment intéressant puisque maintenant, les sociétés minières commencent à publier des résultats qui sont absolument exceptionnels, mais qui, sauf exception, restent complètement ignorés. Alors, les exceptions, il y a quand même de très bons élèves hein, qui ont fait des
des parcours en bourse absolument incroyables. Je vais citer quelques noms quand même. Donc, c'est Lundin Gold, évidemment, Kinross aussi, qui a fait un parcours spectaculaire depuis 1 ou 2 ans. Mais les stars du secteur, les grosses capitalisations comme Barrick, comme Newmont, sont encore très peu valorisé en fait par rapport au prix de l'or, et quand vous avez des leaders en fait qui déçoivent comme ça, donc le secteur est un peu est un peu mis à l'abandon. Alors je pense que ça va changer, mais voilà, ce qui va déclencher en fait le changement, c'est l'argent, parce que paradoxalement, en fait, il y a les algos en fait, des fonds passifs sont branchés à minière et argent. Ça fait 15 ans que c'est comme ça. Il faut juxtaposer en fait le prix de l'argent et le prix des minières, et c'est vraiment incroyable. Depuis 2011, c'est des courbes absolument identiques. Donc, pourtant, il n'y a absolument aucun rapport entre le prix de l'argent et le prix d'une minière aurifère, mais c'est comme ça. Donc, il faudrait que l'argent décolle vraiment pour que les minières décollent. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est purement algo graphique. Et puis, la deuxième chose, il va falloir, je pense aussi, une correction, une correction des marchés pour qu'il y ait vraiment un investissement refuge qui arrive. Tu as parlé de plusieurs titres et notamment, je sais que dans ta dernière lettre, tu as consacré pas mal d'informations sur Coeur Mining, qui d'ailleurs a pris 12,5% vendredi. Donc là, c'est quand même... Ouais, 12% vendredi, après un plus 20% jeudi. C'est-à-dire que le titre a fait plus 30%. Voilà. Donc ça, c'est typique du secteur. C'est-à-dire que quand le secteur commence à tourner, on rentre dans ce que j'appelle un mode popcorn, et il y a sans raison. Bon, là, c'est la justification, c'est les résultats de Coeur, mais évidemment, il y a un short squeeze parce qu'il y a beaucoup de positions vendeuses là-dessus. Et puis surtout, la réalisation de marché que Coeur a changé de modèle, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que l'argent décolle pour investir sur Coeur, qui a ça y est, un business model d'une minière qui peut faire des profits aussi, même si l'argent ne décolle pas, première chose, et qui, avec son acquisition de Silvercrest et Las Chapas, a du cash flow pour la prochaine année. Donc, il y a un changement de comportement par rapport à cette minière, et qui se fait de manière très violente. Les rattrapages sont très violents. C'est-à-dire que il y a énormément de personnes qui ont vendu jeudi, après un plus 20%. Il y a eu beaucoup de ventes de call, parce que évidemment un plus 20%, un call, une échéance en mai, c'est du plus 100, plus 120%, donc tout le monde sort là. Et le lendemain, plus 12%. Donc ça, c'est typique. Les minières, c'était tout. Il y avait beaucoup de choses comme ça entre 2003 et 2010 dans cette phase maniade. Donc ça, c'est assez significatif. Pour moi, c'est un signe. Ce que j'écris dans mon dernier bulletin là-dessus, c'est Coeur, c'est la minière en fait qui est la première à casser un canal de consolidation qui est vieux de 35 ans. C'est-à-dire depuis 1996. Coeur est stoppé à chaque fois qu'elle arrive sur son support de canal descendant. Et là, on vient de sortir de manière très, très violente de ce canal. Donc, c'est très significatif. Ça me rend très optimiste. Et puis, évidemment, il y a plein d'autres dossiers derrière, des sociétés qui sont aussi à deux doigts de casser ces tendances-là. Mais il faut attendre encore plusieurs signes, mais voilà, je suis assez positif. Moi, je pense qu'on va avoir des semaines assez intéressantes. Pour finir sur un de ces dossiers, justement, est-ce que tu peux nous parler de la société Mineros, qui a publié un très bon premier trimestre également, et pour laquelle tu organises un petit déjeuner d'information à Paris le 19 mai? Oui, lundi 19 mai. Alors, c'est la première fois que Mineros vient à Paris. C'est une société donc canadienne qui a deux sites, un en Colombie et un au Nicaragua.
C'est un modèle très, très, très intéressant. Donc, le site d'El Bagré sur la rivière Netchi en Colombie, c'est le plus gros site alluvionnaire au monde. Donc, je suis allé en Colombie au mois de janvier et c'est au retour de ce voyage, donc j'ai fait un petit compte rendu. Puis là, je suis la société. Elle a un modèle de développement qui est très original, très intéressant. Donc, même pour ceux qui débutent dans le secteur, c'est vraiment une très, très bonne approche pour voilà, comprendre ce que c'est qu'une mine, quelle est la valeur, la création de valeur d'un projet minier. Donc, je trouve que c'est une très bonne société pour démarrer, pour démarrer dans le secteur. Et puis, bon, moi, je la trouve très, très dévalorisée, surtout parce qu'elle était complètement inconnue. À l'image du secteur. Ouais, inconnue du secteur. Et puis, elle a vraiment des ratios de valorisation qui sont super intéressants, hein. On a un price earning qui est à moins de 3. On a, en fait, au bout de 3-4 ans, on va récupérer en cash flow son enterprise value. Donc, on a une une valorisation de l'entreprise qui n'est pas, en fait, qui ne reflète pas la vraie valeur de l'entreprise. Donc, c'est très, très intéressant d'aller là-dessus. Et puis, c'est aussi un dossier avec une empreinte sociale, enfin, ESG qui est très, très intéressante. Le travail qu'il fait avec les artisans sur place est super intéressant. Il y a même le World Gold Council qui est sur le dossier. Je vais à Londres pour justement échanger là-dessus. Donc c'est une autre image de la mine. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc vraiment ceux qui seront là le 19, ils vont vraiment apprendre beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Bah, rendez-vous le 19 mai à Paris. Super. Merci de tes réponses, Laurent. Et puis merci à toi. À bientôt sur Matière à Profit. Merci, au revoir.